Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, deuxième partie de notre émission exceptionnelle dont refait le Mac, enregistrée depuis l'Australie dans les Blue Mountains. On part en vacances et on vous amène avec nous. L'occasion pour la fine équipe de revenir sur les événements marquants des 6 derniers mois de l'année Tech 2016 et de finir de dresser un bilan. Bonjour à tous, bienvenue ici à Sydney, ou plutôt dans les Blue Mountains. Nous sommes sur les montagnes qui entourent Sydney, sur les hauteurs à peu près à 1 heure de route. De Sydney, on s'est mis au frais pour finir l'année, ou plutôt pour la commencer pour cette deuxième partie de la rétrospective Tech 2016. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube en plus de notre chaîne préférée sur Dailymotion. Vous le retrouvez également sur une version HD et une version audio sur iTunes si vous aimez podcaster l'émission. Enfin, n'hésitez pas à télécharger l'application mobile pour iPhone et pour iPad, mais également pour Apple TV téléchargeable sur l'App Store, dont On fait le Mac, c'est l'application ORLM. Et enfin, si vous aimez les réseaux sociaux, si vous aimez On fait le Mac, suivez-nous sur Twitter, le compte On refait le Mac, la page Facebook On refait le Mac et le groupe pour partager ensemble, réagir sur nos vidéos avec la page Facebook et le groupe Facebook dont On fait le Mac. Place maintenant à nos chroniqueurs. Avec comme chroniqueur, ou plutôt chroniqueuse cette semaine, la tout cœur de cette émission, il s'agit bien sûr de Fanny Bouteau de fanny'sparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. C'était bien le Japon, Fanny? C'était bien le Japon, j'ai pas réussi à me connecter avec vous, mais c'était bien. Ouais, tu n'étais pas avec nous la semaine dernière. Et du coup, tu n'as plus de compte en banque, là, c'est fini, avec toutes les japoneries que tu as C'est ramenées. ça, je ne peux plus dépenser mes sous pour Las Vegas au CES. J'ai tout dépensé au Japon, mais j'ai passé des heures au massage, c'était très bien. Bon, tu t'es bien détendu, on est content pour toi, on essaie de se détendre ici. Et si autre historique de On refait le Mac, il s'agit bien sûr de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple, qui avance, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, je suis comme toi, j'attends la neige. Voilà, parce que c'est Noël, donc ça devrait être normalement le climat dans lequel tu devrais tourner On refait le Mac, et je crois que c'est légèrement différent. Ouais, bon, il fait pas très beau, il a plu cette nuit, mais c'est ça la montagne. On a quitté Sydney pour les Blue Mountains pour se mettre un petit peu au frais parce qu'il fait très chaud en cette fin d'année, mais on va pas se plaindre. Autre habitué d'Art On fait le Mac, il s'agit bien sûr de Didier Policani, le rédacteur en chef et fondateur du site Mac Forever, partenaire de cette émission. Bonjour Didier, tu es où? Eh ben, je suis chez mes parents à Lyon, tu vois, voilà. Dans ma petite chambre d'étudiant. Voilà. Ça y est, tu es puni. L'année commence fort pour toi. Exactement, ouais. Mais on fait en fait cette émission depuis le nouvel écran LG, tu sais, 5K qui a été fait en collaboration avec Apple. Donc tu vas chez tes beaux-parents avec des écrans LG, toi? Bah oui, tu sais, je savais pas quoi faire pendant les vacances, donc je me suis dit tiens, si je testais l'écran LG. Et du coup voilà, on voit la qualité de la webcam, du son aussi, parce que j'enregistre donc le son avec ça, puisque je n'ai que ça en fait. Ouais, bon, c'est pas donc, trop mal, voilà. écoute. Quand tu n'as rien en vacances, emmène ton écran 5K LG. Bon, bah écoute, on a hâte de l'essayer, nous aussi, on verra ça en retour d'Australie. Et enfin, dernier chroniqueur cette semaine, il s'agit bien sûr de Thierry Derouet, le vieux briscard de la tech qu'on le retrouve presque chaque semaine. Bonjour Olivier. Consultant quoi, stratégie numérique, c'est ça, on te présente comme ça? En communication, ce que tu veux. En drone peut-être, pour t'aider à piloter. On là. essaie de faire quelques plans de drone pour égayer, multiplier le nombre d'angles de cette émission. On espère qu'on ne va pas le cracher dans le lac juste derrière moi. Lac artificiel, pour la petite histoire, qui a été créé pour le chemin de fer ici et permettre aux vapeurs de se refroidir, aux locomotives à vapeur d'avoir de l'eau à profusion. C'était il y a quelques années. Voilà. Avant de commencer et de dresser avec nous le constat de ces 6 derniers mois, je vous propose qu'on retrouve notre grand reporter qui s'appelle Clément Lano, que vous retrouvez chaque semaine et qui devrait nous faire un petit micro-trottoir cette semaine également. Salut Clément. Salut Olivier. Alors tu es de nouveau devant l'Apple Store de l'Opéra, je vois, tu devrais carrément coucher là-bas. Hein. Bah ouais, avec Joachim qui est derrière la caméra, on hésite à se prendre une colocation juste en face. Ouais, on va plutôt faire un tour à OW à côté, tu verras, c'est un peu plus confortable. Qu'est-ce que tu as demandé cette semaine donc aux clients devant l'Apple Store? Cette semaine, écoute, devant l'Apple Store Opera, on a fait le bilan de 2016 avec les passants. 2015 ça a été très riche, mais 2016 c'est un peu une année de transition, je trouve. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'Apple Watch en 2015 qui est le premier gros produit depuis des années. Et là c'est un peu une année, on améliore l'existant. Pareil avec l'iPhone 7, c'est un peu une transition en attendant la vraie révolution. En 2017. Moi ce qui m'a marqué c'est le budget d'entretien d'un téléphone. Ouais. Quand on pète la vitre, quand on change la prise
On en a à peu près pour 200-300 euros par an. Et tout ce qui concernait la taxation, la fiscalité et les systèmes particuliers qu'Apple utilisait pour optimiser sa fiscalité. Non, ce serait peut-être une Tesla plutôt. C'est une nouvelle technologie qui m'intéresse et j'aime beaucoup ce qu'a fait Elon Musk, donc voilà quoi. Les filtres, vous savez, avec les chiens et tout, ouais, ça a bien marché ça. Pourquoi je pense que ça a été populaire cette année? Vous voyez pas sur Instagram, les photos, les snaps, il y en a beaucoup qui ont fait des filtres. Non, ça marche bien les filtres, hein. Même les stars et tout, vous voyez, ils utilisent beaucoup. Qu'est-ce qui t'a marqué dans le domaine des nouvelles technologies en 2016? Faire un téléphone qui explose. Faire un téléphone qui explose, voilà une bonne résolution pour Apple en 2017. Merci Clément, à bientôt. Salut, à bientôt. Et on commence tout de suite par le mois de septembre pour cette deuxième partie de la rétro 2016. Alors l'événement de la rentrée comme chaque année pour Apple, c'est le fameux Apple Event, la keynote de rentrée traditionnelle qui permet de découvrir un nouvel iPhone. Cette année, c'était donc le numéro 7, l'iPhone 7, avec pas de grands changements côté de design, pas de révolution. Didier, ce fut une vraie déception de ce côté-là. Il y a d'autres éléments, mais essayons de comprendre encore une fois avec un peu de recul. Ça fait presque maintenant 3 mois que vous l'avez en poche. Est-ce que vous sentez une réelle différence par rapport à l'iPhone 6S que vous l'aviez auparavant, puisqu'on est tous un petit peu privilégiés dans cette émission. On a la chance d'avoir les derniers modèles. On va commencer peut-être par Didier. Mais moi je pense que la révolution c'est fini. Enfin, je pense qu'il faut se faire à l'idée, il n'y aura plus de révolution dans les téléphones, c'est terminé. Ils l'ont fait en 2007 et maintenant, voilà, chaque année on a des trucs un petit peu plus cool sur la photo, sur tout un tas de petites choses, le processeur plus rapide. Moi je ne vois pas de révolution à venir, à part, je sais pas, peut-être un hologramme un jour ou des choses comme ça, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il faudra se contenter un petit peu de ça. Il y a quand même des trucs cool cette année, hein. Ils ont mis la stabilisation optique sur le petit iPhone 7. Il y a quand même un processeur plus rapide, ouais. Il y a quand même, il y a des meilleures caméras un petit peu partout. Je pense qu'ils affinent un peu effectivement l'iPhone 6. C'est un peu l'iPhone 6 qu'on aurait aimé dès le départ en fait, et puis bon, on espère quelque chose d'un petit peu plus gros l'an prochain. Moi je me fais toujours pas cette absence de jack, hein, je suis désolé, maintenant avec les AirPods c'est un peu plus facile parce qu'effectivement t'as moins à penser à prendre tes bons trucs, mais moi j'ai jamais l'adaptateur, et puis si je prends le casque Lightning, je peux plus le brancher sur mon Mac, c'est pénible ce truc. Du coup, les AirPods ça facilite un peu la vie, mais bon, c'est quand même. Je trouve que est-ce que c'était vraiment intelligent de supprimer ce port? Je suis pas vraiment persuadé, quoi. Ce qui est amusant, c'est que depuis, pas mal de constructeurs ont annoncé l'absence, la suppression de ce port. Alors il y a Google qui a annoncé le Pixel, évidemment, qui a lourdement insisté sur le fait qu'il y avait un port jack. Hein, qui aime bien châtie bien, hein, c'est la règle du jeu dans ce métier. Au-delà, par contre, Samsung a annoncé déjà que dans le futur Galaxy, le S8, il ne devrait plus avoir de port jack. Donc il semblerait, Monsieur X, que Apple pousse le marché à abandonner ce port historique analogique qui était le port jack. Est-ce que ça vous a vraiment gêné? Écoute, non, ça ne me gêne pas, moi, à l'utilisation, même si j'étais un peu réticent quand j'ai acheté le nouvel iPhone 7. Pourquoi ? Parce que je me contente du casque livré avec l'iPhone, et ça marche très bien. Et puis je connecte aussi pas mal mon iPhone dans ma voiture pour injecter la bibliothèque musicale, iTunes ou Apple Music dans mon autoradio. Bon, il a fallu que j'achète un deuxième adaptateur, donc ça m'a coûté un petit peu d'argent. Heureusement, c'était pas trop cher en ce moment. Donc ça se passe bien, le son est plutôt de bonne qualité. Moi, le truc vraiment qui m'embête, et je l'ai dit à l'instant, c'est que je me trimballe avec des adaptateurs. Voilà, ça m'embête. La deuxième chose qui m'embête, et ça m'a vraiment fait râler récemment, c'est que mon casque iPhone, je l'utilisais avec mon Mac régulièrement au travail. Et maintenant, j'ai un casque livré avec mon iPhone en format Lightning, et c'est un produit mort, je ne peux pas l'utiliser avec mon Mac. Si quelqu'un connaît, je ne crois pas que ça existe, un adaptateur qui permette d'utiliser son casque Lightning avec un port mini jack sur un ancien Mac, je suis preneur. Voilà, donc ça c'est un petit peu chiant, mais moi je crois que c'est pour le mieux quand même. Le produit est très fin, il est plus léger que la version précédente. Je le trouve extrêmement bien fini, et la suppression du port jack permet ça aussi. Fanny, de ton côté, tu en as pensé quoi de cette évolution, somme toute timide, bien qu'en pense Didier? On avait l'habitude tous les 2 ans qu'Apple renouvelle franchement le design, avec une rupture en termes de design. On était passé à ce design pour l'iPhone 6, il y a eu l'iPhone 6S, ça s'entendait à ce que l'iPhone soit une rupture, comme l'iPhone 5 a été une rupture avec l'iPhone 4. Ce n'est pas le cas, ça reste juste une simple évolution.
Ouais. Bah, écoute, je veux croire ils nous réservent quelque chose de magnifique pour les 10 ans et qu'en fait, ils se sont réfrénés Dans à quelques sortir un jours, les truc. 10 ans. Voilà, donc que Faut qu'ils les fassent 10 ans vite, de hein. l'iPhone, voilà, c'est que la version 2017 sera vraiment innovante, parce que c'est vrai que là, c'était pas tip top. Moi, le seul moment où la prise jack me manque, c'est dans l'avion, en fait, sur les longs vols, les vols long courriers, parce que bah, comme j'ai un casque Lightning Noise Cancelling de chez JBL, ça bouffe la batterie aussi. Et du coup, bah, quand le iPhone il est vide, mon casque est vide. Et surtout, je peux plus rien regarder. Et je peux pas le charger en même temps que je regarde et que j'écoute. Il Donc, te faut un adaptateur avec une double prise Lightning. Il y a Belkin qui fait ça. voilà, donc c'est encore un Ça adaptateur commence à à la faire coin cher. à racheter. Donc c'est le seul truc qui m'agace un peu. Après, c'est vrai que sinon, j'ai des casques sans fil comme le Jabra qui sont très bien et qui permettent du coup de recharger. Mais voilà, mais ça demande un petit peu d'organisation, on va dire. Thierry, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé aux dernières évolutions de l'iPhone? Le peu d'ambition en termes des renouvellement de design d'Apple, c'est plutôt sa marque de fabrique. Et puis l'absence du port jack, est-ce que ça t'a vraiment choqué ou ça va dans le sens de l'histoire selon toi? Bah, moi, pas du tout, puisque je suis toujours avec mon iPhone 6. Voilà. Alors, l'iPhone 6, En tout cas, c'est... ça t'a pas donné envie de changer, hein? Ah, pas du tout. Sauf que là, je commence à avoir un peu la haine contre Apple, parce que le 6, il a 15 Go de RAM. Je rappelle que c'est le genre de détail qui n'apparaît nulle part, qui est apparu avec la version Ouais. 6S, d'accord? Et quand tu Ouais. utilises des applications de type Outlook, qui sont quand même assez lourdes, parce que Microsoft n'a Entreprise notamment. jamais réussi à optimiser correctement ses applications. On le voit avec les applications Office sur Mac, par exemple. Et ben bon, ben voilà, on se dit que de temps en temps, on est figé dans le temps, on regarde sa planche à pain et puis on relance. Pour ce qui est effectivement des innovations, moi je dis exactement la même chose que Didier. Ça sert à quoi d'attendre des révolutions dans la téléphonie? La révolution dans la téléphonie, elle est arrivée avec la 4G qui s'est déployée correctement. Ça, c'est une véritable révolution. La révolution est arrivée maintenant avec des capteurs photo qui sont effectivement assez On va en extraordinaires pour la taille de l'appareil, parce qu'on ne pourra jamais arriver à la qualité suprême de ce qu'on peut arriver à faire avec un véritable appareil photo dit full frame. Mais en revanche, bon, le reste, ça reste assez mou. Et puis cette histoire de port qui disparaît... bon, bah, c'est un peu l'année où c'est peut-être le lac derrière qui les a inspirés, où ils ne sont pas arrivés à bon port, c'est le cas de le dire, pour l'ensemble de leurs appareils. Voilà. Il n'empêche, on a vu chez d'autres constructeurs un peu plus d'ambition côté design. On pense notamment au Xiaomi designé par Philippe Stark, hein, ou même chez Samsung avec des écrans incurvés ou des écrans OLED qui tardent à arriver chez Apple. La grande nouveauté cette année, c'était une nouvelle couleur, hein, la noir de jet qui était plutôt réussie. Alors ça fait à peu près 3 mois pour ceux qui ont un noir de jet en poche ou un noir black mat. Ça fait à peu près 3 mois que vous l'avez en poche. Est-ce qu'il a tendance à bien vieillir? Moi, je peux vous montrer le mien puisque je filme avec. Ça va être difficile. Moi, personnellement, je le laisse toujours dans une coque, ce qui est un peu dommage. Ça le dénature un petit peu, mais c'est très fragile le noir de jet. Qu'est-ce qu'il en est 3 mois après sa sortie? Est-ce que ça vieillit bien le nouveau design de l'iPhone? Peut-être avec Fanny. Nous, on a fait une petite vidéo, Olivier, sur le site. Ouais. Et on a pris notre gros objectif macro pour regarder les micro-rayures. Ah ben on va diffuser les images alors, si tu es d'accord. Voilà, et je pense que tu verras bien sur les images. De près, ça fait peur en fait. Si tu regardes vraiment en gros plan, il y a énormément de micro-rayures. Par contre, si tu le mets devant toi, et justement là sur les images, c'est assez incroyable, c'est que tu les vois pas en fait à l'œil nu. Alors on est effectivement que après quelques mois, donc je sais pas comment il sera dans un an, hein, peut-être qu'il sera complètement dégueulasse. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça va quoi. Il vieillit pas si mal, mais voilà, faut pas le regarder avec une loupe. Fanny, toi, tu as un modèle black mat Ouais, qui est supposé moins sensible aux rayures. Est-ce que c'est le cas? Alors écoute, c'est le cas, hormis les vols planés qu'il a fait, parce que dans ma grande délicatesse, pour une fois, j'ai pas mis de coque parce qu'on m'a dit non, t'as un noir, faut pas mettre de coque, faut le mettre bien en valeur. Voilà, sauf que j'ai les mains qui glissent des fois, donc voilà, il a pas aimé le bitume. Mais moi, pour le coup, il est Nexus solide. 6, regarde la coque de Foley que j'ai sur ce Nexus 6, qui me sert aujourd'hui à lire mon conducteur, puisque il me manquait un iPhone pour faire l'émission et heureusement mon frère n'est pas loin, il m'a sauvé avec son Nexus 6. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais donc voilà, non, le noir mat vieillit vraiment très très bien, et pour le coup, tu peux faire autant de traces de doigts que tu veux, ça se voit pas, contrairement à l'autre
Au bout de 2 secondes, je l'avais détruit. Donc, Alors, on va- ne serait-ce qu'avec le fond de teint, dès que tu le mets contre la joue, le noir de jet, c'est une horreur. Ça une horreur. imprime tout. Il faut un chiffon dans la poche, en permanence. Ouais. Bon, écoute, on va demander au maniaque de service, à savoir Monsieur X, qui lui l'a eu plus tardivement. Il en est où votre iPhone 7, Monsieur X? D'abord, j'ai suivi, Noir de jet. j'ai suivi les conseils de Fanny. Moi, j'ai pris un modèle noir mat aussi. Convaincu que le noir de jet allait mal vieillir, pardon. Je vais dire mal finir. J'étais allé aussi le voir en magasin. Voilà, donc moi j'ai le noir mat, ça vieillit bien, j'en suis content. Et puis moi de toute façon, je mets toujours une coque sur les iPhones parce que, à l'instar de Fanny, je laisse tomber mon iPhone, peut-être pas une fois par jour, mais plusieurs fois par semaine. Donc moi, sans coque, point de survie pour mon iPhone. Mais je dois dire que, ce modèle est mieux fini. Hein. Si on comparait vraiment, ne serait-ce que les boutons d'allumage, les boutons de volume, côte à côte entre un 6S et un 7, et la finition, il y a vraiment un très très beau produit avec cette version 7. Pour moi, c'est une grosse réussite. Voilà, d'un point de vue conception et fiabilité. Ils ont été encore plus loin, effectivement. L'autre avancée, Thierry nous en parlait il y a un instant, majeur sur cet iPhone, c'est l'arrivée évidemment d'un deuxième capteur, notamment pour l'iPhone 7 Plus. Le problème, c'est qu'à sa sortie, là je suis attaqué par les mouches, l'iPhone 7 Plus, l'effet bokeh ne marchait pas encore, il n'était pas disponible. Il est arrivé entre-temps, il a été pas mal décrié parce que c'était une version bêta. On en est où, Didier? Est-ce que c'est mieux de ton côté? Oui, moi je trouve qu'il a pas beaucoup évolué depuis le début, parce qu'en fait, comme c'est un faux effet de flou d'arrière-plan, bah si par exemple tu mets tes mains comme ça, il n'arrive pas à voir que c'est de l'arrière-plan qui est entre tes mains. Enfin, il y a encore plein de petits défauts qui sont faciles effectivement à provoquer. Inversement, ça permet de faire des photos qui ont un certain style, hein, ceux qui font des réseaux sociaux, de l'Instagram et tout, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un peu un réflexe. En fait, il compense aussi le fait que ces trucs-là, tu vois, c'est extrêmement compliqué de poster une photo sur le net rapidement. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un bon compromis pour avoir un truc qui a un petit peu de la gueule. Après, c'est vraiment du fake, c'est-à-dire que voilà, ça n'apporte rien en termes de photos, quoi. Ouais. Ouais, moi, je voudrais dire un truc quand même, Oui, Olivier, c'est que pour avoir eu le P9 longtemps avant avec Le Huawei. le Huawei, Leica. hein, c'est surtout avec toute l'appli Leica qui va avec, c'est surtout que le niveau de photo avec l'effet bokeh est largement supérieur et réglable sur le P9 par rapport au iPhone. Ça fait... alors c'est vrai que bien utilisé, j'ai réussi à faire des chouettes photos, je me suis amusée avec, mais ça n'a pas la maniabilité ni l'efficacité du Huawei P9. Et du coup, moi je trouve que ça fait un flop, quoi, techniquement, je trouve que c'est dommage. Ça t'est C'est déçu? dommage parce que je m'attendais à aussi bien. Ouais. Moi, je trouve que ça a un petit peu progressé au début. Il était vraiment assez compliqué à mettre en œuvre, cet effet bokeh, et ça ne marchait pas à tous les coups. Même avec une bonne lumière, il fallait vraiment une lumière parfaite. Là, il s'est un petit peu amélioré. Alors, je ne sais pas si c'est dû aux mises à jour d'iOS entre-temps, et ils en ont préféré profiter pour le mettre à jour. De mémoire, monsieur X, c'est toujours un mode bêta lorsqu'on l'active. Hein. Écoute, officiellement, oui, c'est toujours un mode bêta, mais moi je pense que ça a été amélioré effectivement avec la dernière mise à jour de iOS. En tous les cas, c'est la sensation que j'ai eue. Pour les mêmes raisons que toi, il est moins capricieux l'effet bokeh en fonction des conditions de lumière. Moi je l'ai utilisé pas mal là, pendant les fêtes de Noël, et on arrive maintenant rapidement à faire des portraits, et ça fait grosso modo ce que ça promet, c'est-à-dire un bon flou bien mis en place, bien rendu au deuxième plan, et le résultat est plutôt sympa, mais je crois que c'est encore une bêta, donc on a de l'espoir que ça devienne encore meilleur, peut-être en basse luminosité et surtout en rapidité de prise de vue. Oui, lorsque la lumière est bonne, effectivement, on arrive à faire de jolies photos. Regardez cette image d'un koala que j'ai prise à Sydney, dans les environs de Sydney. C'est assez sympa, l'effet bokeh. Alors, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des arbres en arrière-fond et il ne s'est pas laissé avoir. Il faut dire que la lumière était parfaite ce jour-là. Oui, Fanny. Non, je rigolais à cause du koala. À cause du koala. Alors, on n'a pas forcément de retour aujourd'hui sur les ventes de l'iPhone 7, puisque lors du dernier résultat trimestriel, l'iPhone 7 était en vente que depuis quelques jours, Didier. Mais on a quelques indices avec l'Institut Fleury, je crois. Oui, c'est vrai que les activations sont toujours très très bonnes pour Apple. Hein. D'ailleurs, on se demande même
quelque part où sont les téléphones Android qui représentent 80% du marché avec toutes ces activations. Bah, j'en ai un en main. Mais je pense qu'il a quand même bien marché, puisque aujourd'hui, là, on en parlait déjà la semaine dernière, mais c'est vrai que la disponibilité rien que du téléphone, là on a mis vraiment du temps à l'avoir vraiment en stock dans les Apple Store sur certains modèles. Donc bon, il y en avait qui étaient plus ou moins difficiles à produire aussi, je pense notamment. Un petit peu de ça, mais effectivement, voilà. Après, il souffre toujours de ce problème de l'iPhone 6 qui a fait un vrai bond l'année d'avant. Donc voilà, est-ce qu'on va arriver à retrouver des niveaux de l'iPhone 6 ? C'est un peu la question dont on aura la réponse assez vite d'ailleurs. Alors, selon Fleury, 44% des activations... Je voudrais dire un truc qu'il n'y a pas dans le conducteur, Olivier. Il y a un truc qui est vachement bien sur l'iPhone 7. C'est qu'il est waterproof, et il est vraiment waterproof, parce que je peux t'assurer qu'il a pris un nombre de douches incalculable et il survit bien. Bien, c'est intéressant, il faudra que tu nous montres les vidéos. Non. Donc, pour revenir à Fleury, donc le chiffre c'est 44%, c'est le nombre d'activations d'iPhone, toutes gammes confondues, on ne sait pas si c'est les iPhone 7, les iPhone 6S et voire des iPhone 6. En clair, 44% des smartphones qui ont été activés pour Noël sont des iPhones. 44% des smartphones sont des iPhones, ça montre qu'Apple a encore le vent en poupe, du moins pour les activations. On verra lors du prochain résultat trimestriel. Une piste pour rebondir sur ce que disait Fanny, qui espère vraiment un peu plus d'ambition d'Apple côté design pour les de l'iPhone. On a vu passer quelques images d'un iPhone blanc nacré, l'équivalent du noir de jet mais en blanc nacré. Ça semblait assez réussi, hein, Didier, et c'est assez crédible comme rumeur. C'est crédible parce que voilà, ça permet de relancer les ventes, ils l'ont déjà fait par le passé, même ton MacBook là, qui est sorti en couleur rose, voilà, ça stimule un petit peu le marché. Après moi je trouvais pas ça forcément très réussi, c'est exactement le même débat qu'on a eu avec l'Apple Watch là, en céramique. Je trouve pas que ce blanc fasse tellement haut de gamme, je trouve que ça fait plutôt bas de gamme, plutôt très plastique, mais bon voilà, après c'est mon point de vue. Tu parlais de l'Apple Watch, allons-y, on l'attendait depuis longtemps cette mise à jour 2 de l'Apple Watch. Cette fois-ci Apple c'est plutôt heureux, pas fait de changement côté design, parce que c'est vrai que le design devait, on ne va pas changer tous les ans quand même, surtout les gens qui ont dépensé beaucoup d'argent dans cette montre, puisque les prix grimpent très rapidement si on prend des accessoires, des bracelets métalliques, plus de 1 000 €, puis vous aviez la version en or, alors ça passait carrément les 20 000 $. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Le premier point, pour rebondir sur ce que disait Fanny, effectivement sur l'iPhone, c'est que c'est waterproof, ça c'est très agréable l'été, vous verrez cet été, on a pu l'essayer ici en Australie, aussi bien dans l'eau salée que dans l'eau du lac, mais même je ne sais pas baigner là, mais dans les piscines, c'est vraiment très efficace. Il faut juste penser à activer le haut-parleur, à l'éjection de l'eau dans le haut-parleur. Et puis moi je l'ai trouvé vraiment pas vraiment plus rapide, mais vraiment beaucoup plus autonome. En termes d'autonomie, elle va beaucoup plus loin. Tu n'étais pas forcément d'accord avec cette analyse lorsqu'on a fait l'émission ensemble sur l'Apple Watch 2. Didier, est-ce que c'est amélioré de ton côté ? Moi j'ai à peu près pareil qu'avant, mais encore une fois je pense que c'est lié beaucoup au cadran qu'on utilise, et effectivement de l'usage qu'on a, si on s'en sert aussi beaucoup ou pas. Voilà, moi j'ai pas eu de sursaut d'autonomie. Par contre c'est vrai que comme tu dis, moi j'adore le fait qu'elle soit waterproof, tu te poses plus la question en fait de l'emmener dans l'eau à la piscine, ça c'est vraiment, vraiment sympa pour une montre. Et après la rapidité en tant que telle, j'ai pas trouvé non plus de grosses différences. J'ai remis l'autre pendant une semaine ou deux comme ça, et j'ai pas vraiment vu de différence entre les deux, parce que celui qui a vraiment boosté les perfs c'était WatchOS. Et finalement voilà, est-ce qu'il y a un vrai intérêt à acheter cette montre en dehors de l'étanchéité ? Moi, je ne suis pas totalement convaincu. Ouais. Non, ça c'est monsieur, clair. Mais bien sûr Fanny, que oui. Tu l'as eu toi aussi ? Ah. Quoi, bien sûr que oui. Tu as changé ta montre, monsieur X ? Non, mais je vais passer dès que je peux à la série 2. Enfin, vous oubliez, mes amis, un paramètre quand même vachement important avec cette deuxième génération de la montre. Il manquait un truc essentiel qui était le GPS. Alors ça ne fait peut-être que de cette Watch série 2 ce qu'Apple a cherché à en faire, à savoir le meilleur bracelet pour mesurer ses performances sportives ou de marche dans la journée, mais c'est déjà pas mal, et il manquait, pour que ça soit un compagnon sportif, qui est quand même un axe de développement d'Apple depuis 10 ans, ce fameux GPS. Donc on a le GPS, ça c'est extrêmement important, elle est effectivement water résistant. Et puis couplé avec un casque Bluetooth, alors pas celui qu'a Didier, pas les fameux AirPods, mais peut-être la version de chez Beats, qui est une version sportive et qu'on peut attacher autour de son cou. On va être autonome, c'est-à-dire qu'on peut aller vraiment faire du sport, notamment courir, sans plus avoir son iPod, ce boulet d'iPod ou d'iPhone dans la poche. Et on aura
avec le GPS, son parcours, que ce soit avec l'application Nike ou Runtastic, on pourra écouter de la musique, on pourra faire de la piscine. Donc on a enfin un produit avec cette série 2, parce qu'il y a le GPS, qui permet d'être autonome pendant les activités sportives. Et je crois que c'est une bonne nouvelle, vraiment là-dessus que Apple a recentré la gamme, ou en tous les cas a redéfini un petit peu la gamme, puisqu'on a vu ce modèle Nike Plus qui est arrivé. Alors même que, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les essais de très haut de gamme, le fameux modèle Gold, a disparu. Voilà, donc je crois que cette fonction, elle se recentrera sur les fonctions sport. C'est l'essentiel de cette montre, et ça fait une vraie différence, et ça justifie qu'on l'achète. Pour finir, le truc, c'est qu'on se dit, merde, pourquoi j'ai acheté la série 1 en son temps, ou la première édition, parce que le produit n'était pas fini quand Apple l'a sorti il y a 10 ans. C'est clairement une version bêta, monsieur X. D'accord. Fanny, tu disais à propos de l'Apple Watch 2? Oui, Driss serait là, il te dirait qu'en effet, ne serait-ce que la version waterproof et tout ce qui va autour du sport fait qu'elle est incontournable et vraiment différente de la première. Moi, c'est vrai qu'en termes, je la trouve un tout petit peu plus rapide, surtout au démarrage justement des applis de géolocalisation et tout. Après, moi, elle change ma vie parce que regardez, c'est enfin arrivé. J'ai enfin Pokémon dans ma montre. Alors par contre, l'autonomie décède. Tu joues 5 heures et après, c'est foutu. Donc, t'as récolté plus vite tes œufs. T'as fait éclore plus vite tes œufs. Mais par contre, t'as pas ton Apple Watch toute la journée du tout. Tiens, enfin, une killer app dans ta montre, ce qui manquait. On sentait... Carrément. On sentait, Thierry, depuis longtemps qu'Apple se cherchait un peu en termes de killer app. Ça commence à arriver. Et là, j'utilise Filmic Pro pour filmer avec mon iPhone, et j'ai le retour caméra sur ma montre. Bon, c'est une niche de marché, mais c'est assez agréable. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté? Moi, c'est surtout le côté WatchOS qui est intéressant. On peut revenir quand même sur cette histoire de design. Il y a quand même des rumeurs qui sont un peu persistantes sur est-ce que demain, une version ronde va sortir. Les hommes aussi aiment les rondes, il faut le rappeler de temps en temps. Côté application, globalement, ce qui est vraiment bien, et c'est ce que disait Didier, c'est que ça va vraiment plus vite. Moi, j'ai toujours la une. Comme j'aime pas l'eau, ça m'arrange, et que je cours peu, ça m'arrange encore plus, donc je n'ai pas besoin d'en changer immédiatement. Mais il est vrai que les applications qu'on commence à avoir sont assez sympas. Je dois avouer, j'utilise aussi Pokémon Go, voilà, c'est dit. Et il y a quand même pas mal d'applications qu'on arrive à utiliser de manière forcée, c'est-à-dire qu'on va être amené à lancer. Mais en règle générale, ce qui marche vraiment bien, c'est tout ce qui est gestion des alertes, des SMS. Ça n'a pas changé. En revanche, je trouve que il y a des trucs qui manquent. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi là, le bouton, la roulette, quand on regarde la météo, pourquoi est-ce qu'on passe d'une ville à l'autre? J'aurais préféré qu'on continue de circuler dans la même journée, dans les mêmes heures et tout ça. Il y a des trucs, on sent que ça manque un petit peu de finition. Ils ont voulu tout casser, tout simplifier. Mais bon, voilà. Alors, et c'est vrai que pour reprendre l'histoire de Pokémon Go, faut voir qu'il y a le petit bouton d'activation du runner qui s'affiche, un peu comme si on était en train de faire du sport. Bon, c'est un choix. On sent qu'il se cherche encore un peu. C'est couplé à santé quand même. Pokémon Go est couplé à santé. Donc du coup, tu as toutes tes datas. Quand tu marches pour le jeu, ça les compte bien. Ils comptabilisent bien tout. Mais d'ailleurs, je pense que ça compte pas bien puisque je fais des kilomètres en restant chez moi. Donc c'est très bizarre. Il faut marcher sur des œufs. On peut jouer et marcher. Ouais. Oui, et puis on sent bien qu'ils sont encore en train de se rechercher, que la montre est un peu plus autonome, Monsieur X le disait avec le GPS, mais qu'il faudra peut-être attendre que la montre soit 100% autonome. On va protéger le matériel parce qu'il commence à pleuvoir ici sur les Blue Mountains. C'est les joies de la montagne, ça, mais ça devrait le faire. C'est des petites gouttes. On a un petit peu peur pour le MacBook Pro, mais ça devrait aller. A priori, que ce soit la GoPro ou le drone ou encore l'iPhone 7, il n'y a pas de problème pour le côté waterproof. Moi, ça devrait aller. J'ai une casquette aussi. Donc l'iPhone, l'Apple Watch en progrès, mais c'est pas encore non plus une vraie révolution. On n'a pas de chiffres. On devrait les avoir assez prochainement. Lors des prochains résultats financiers. L'autre tendance de ce premier mois, de cette rentrée, c'est des problèmes de disponibilité assez chroniques, à l'image des AirPods qu'utilise Didier. Comment comprendre, Monsieur X, ces problèmes de supply chain quand on sait que la marque de fabrique
de Tim Cook, c'est justement la logistique, que a priori l'iPhone tel qu'il est aujourd'hui, en termes de design, alors même si ce n'est pas forcément les mêmes chaînes de fabrication, il y a quand même pas mal de points communs en termes de design entre d'une version à l'autre. Comment expliquer, alors qu'il n'y a pas forcément de révolution nette, de rupture nette en termes de design, que ce soit pour l'Apple Watch et l'iPhone, voire les AirPods, on ait autant de difficultés à se fournir et à avoir des produits en temps et en heure? Moi, je crois pas, Olivier, que ce soit tant un problème de disponibilité, c'est-à-dire de quantité fabriquée ou de capacité d'Apple à prévoir des quantités à fabriquer, que de difficulté à faire la mise au point de leurs produits cette année. On l'a vu avec l'effet bokeh sur l'iPhone 7. On est toujours en version bêta de cette fonctionnalité des mois après. Donc ça, c'est quand même très étonnant pour Apple. La Watch série 2 dont on vient de parler, je ne sais même pas si elle est vraiment disponible pour tous les modèles. Les AirPods, pareil, il a fallu attendre quelques mois. C'était vraiment un produit fait pour Noël, la période de Noël. Bon, c'est arrivé au dernier moment. Donc je crois que c'est surtout une difficulté pour Apple à mettre ses produits au point pour les sortir au niveau de qualité attendu. Et ils se prennent un peu les pieds dans le tapis parce que Apple a toujours dit moi quand je sors un produit, j'attends qu'il soit au bon niveau de qualité et je sors quand il est prêt. Sauf que c'est devenu un monstre commercial, Apple, et Apple doit respecter comme tout le monde la rentrée septembre et puis la période de Noël, c'est là où le chiffre d'affaires se fait en bonne partie. Donc ils sortent des produits, ils les annoncent en tous les cas, et puis les produits n'arrivent pas. Et c'est encore moins explicable que de la logistique, parce que vu la taille en R&D que représente Apple, moi je n'arrive pas à comprendre qu'ils n'arrivent pas à effectivement mettre au point ces nouveaux produits qui ne sont pas des révolutions technologiques. Donc pour moi c'est la R&D plutôt qui patine. Didier, ton avis pour conclure sur ce sujet? Moi, je partage complètement l'avis de Monsieur X. Je pense que c'est vraiment, mais peut-être même un problème de décision. Enfin, on a vu plein de fuites. Alors, on ne sait jamais si elles sont vraies ou pas. Mais par exemple, sur le MacBook Pro, où ils ont essayé des batteries, puis ils sont pas arrivés, puis ils sont revenus en arrière. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi dans le processus décisionnel sur le choix effectivement des machines? Moi, je pense qu'ils se sont fait quand même un petit peu surprendre cette année sur la demande de certains produits. On parlait de l'iPhone SE la semaine dernière. Les AirPods, du fait qu'il y ait cette attente, du fait qu'ils enlèvent le jack, du fait que beaucoup de gens aient acheté l'iPhone, finalement, c'était un produit très attendu. Et il arrive, et quand il arrive, il est en petite quantité. Donc forcément, les usines doivent tourner à plein régime une fois que c'est prêt. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu un mix des deux, mais c'est vrai que c'est assez fou de voir que Tim Cook, monsieur logistique, se retrouve confronté à ça. Logistique. Allez, dernier élément important qu'on a choisi de mettre en avant en cette rentrée, c'est l'arrivée d'Apple Pay en France. Vous en avez pensé quoi pour ceux qui l'utilisent? On commence peut-être par Monsieur X. Alors, moi je trouve que ça c'est vraiment une des très belles nouvelles de cette fin d'année. Alors, deux solutions quand même, rappelons-le pour Apple Pay. Soit vous avez la chance d'avoir une banque, il y en a quelques-unes, qui nativement vous propose une carte bancaire, un compte bancaire qui sont compatibles Apple Pay. Et à ce moment-là, vous enregistrez votre carte bancaire avec ce qu'on appelle l'application Wallet sur votre iPhone 7 par exemple, ou l'iPhone 6S, la génération d'avant. Et ensuite, vous pouvez payer en passant votre téléphone sur des terminaux NFC, à la machine à café au boulot, chez votre boucher ou au restaurant. Donc ça, c'est la promesse du paiement par NFC sur téléphone qui est extrêmement bien intégrée par Apple. Malheureusement, ma banque n'est pas Apple Pay. Voilà, alors l'autre bonne nouvelle, Olivier, c'est que il y a au moins un opérateur en France qui est Orange, qui a sorti une application qui s'appelle Orange Cash, et qui te permet de pallier ce problème si ta banque n'a pas de carte bleue Apple Pay. Alors comment ça marche? En fait, Orange Cash, c'est un porte-monnaie virtuel comme Moneo. Je ne sais pas si tu te souviens, ce porte-monnaie virtuel qu'on pouvait avoir sur sa carte bancaire. Donc c'est une application que tu installes sur ton iPhone. Tu la charges avec ton compte bancaire, tu mets 50 ou 100 euros dessus. Et puis le fait d'installer en fait cette application Orange Cash, ça génère une carte bleue virtuelle qui, elle, est compatible Apple Pay. Donc, tu installes Orange Cash, ça te génère une carte bleue virtuelle, elle est déclarée dans Apple Pay, et tout d'un coup, tu peux payer avec ton iPhone absolument partout où il y a un terminal bancaire ou une machine à café NFC, ce qui est en train de se démocratiser. Et je trouve même que cette application en tierce partie, la Orange Cash, c'est même peut-être un avantage parce que tu viens débiter sur ce porte-monnaie virtuel et tu n'as pas à chaque fois que tu utilises ton téléphone pour te payer un café, une ligne sur ton relevé bancaire. À la fin du mois, ça fait beaucoup. Et ça, c'est en train vraiment de changer les usages.
Et là, c'est une grosse avancée qu'amène Apple. Alors, c'est pas les premiers à le faire. Mais là, on retrouve l'Apple qu'on aime, c'est-à-dire une intégration de la chose très, 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 très bien faite. Y compris avec la partie Touch ID. Reste à savoir si les gens vont faire suffisamment confiance sur l'aspect sécurité pour l'adopter en masse, mais je crois que c'est bien parti. Dernier élément pour conclure ce mois de septembre très riche en actu. On va sortir de la planète Apple, on va aller du côté du principal concurrent, à savoir Samsung. C'est la catastrophe industrielle du côté du Galaxy Note 7. Thierry, tu en as pensé quoi? C'est un scénario catastrophe. On n'ose même pas imaginer ce que ça aurait pu déclencher comme catastrophe du côté de chez Apple, si une telle mésaventure était arrivée, puisqu'Apple, lui, a un nombre limité de téléphones. Ça a été effectivement une énorme surprise de la part de Samsung de les voir arriver avec un appareil qui est un désastre à ce point-là. Parce que quand on connaît un petit peu l'envers du décor de l'histoire, c'est-à-dire cette histoire de batterie et de conception, qui fait qu'une batterie généralement se dilate légèrement à l'usage, et donc s'il n'y a pas assez d'espace, s'il y a un contact électrique, ça prend feu, ça explose. Donc c'est assez trivial à expliquer, et c'est assez incompréhensible d'imaginer qu'un industriel comme Samsung puisse faire fi de ce genre de détails. Donc a priori, l'explication qui aurait été donnée, en tout cas que tout le monde essaye d'imaginer, c'est qu'ils veulent aller trop vite, ils veulent courir plus vite, c'est-à-dire qu'ils auraient dû avoir des batteries avec une autonomie moindre que celles qu'ils ont fournies pour arriver à avoir un produit stable, et c'est pas ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est assez bête, mais ça leur coûte une petite fortune en capitalisation, et il va falloir qu'ils vendent, je sais pas, des pétroliers pour compenser cette perte. Ouais. Là, en venant d'Australie, encore une fois, en venant de Paris, dans l'avion, on avait l'alerte, la recommandation de l'équipage, si vous avez un Galaxy Note 7, merci de le signaler à l'équipage et d'éteindre votre appareil. Il y a même eu un coup de panique pendant les vacances de Noël. Là, vous avez vu, il y a un petit rigolo qui a créé un réseau Wi-Fi dans un avion. Il a appelé Galaxy Note 7, donc ça a créé un peu la panique dans un avion. Je crois que c'était aux États-Unis, mais bon, passons. Monsieur X, c'est assez incompréhensible, mais c'est vrai que la course et le bras de fer que se livrent Samsung et Apple est sévère, et Samsung voulait accélérer en amont de l'arrivée du Galaxy, de l'iPhone 7 et peut-être aller un peu trop vite. Ouais, c'est clair, ils vont le traîner pendant des années. Ça devrait rendre tout le monde modeste, parce que je pense que personne n'est à l'abri. Samsung, c'est pas les premiers venus en termes de qualité industrielle. Ils savent de quoi ils parlent. Ils ont peut-être juste poussé les feux un petit peu trop loin, mais une fois de plus, que tout le monde fasse attention chez les constructeurs, à commencer aussi par Apple, et tout le monde soit modeste. Ce qui est arrivé à Samsung, personne n'est à l'abri que ça lui tombe sur le coin du nez. On aura essayé. C'était un mois très riche, le mois de septembre de cette rentrée, donc on a fait près d'une demi-heure. On va vite passer au mois d'octobre. On va essayer de parler des nouveautés plus du côté Mac, et elles sont enfin arrivées. Le mois d'octobre signe d'abord l'arrivée officielle du Pixel, le nouveau téléphone phare d'Android, celui qui a remplacé celui-ci, le Galaxy. Celui-ci, c'est le Nexus 6. Donc c'est un téléphone qui intègre les dernières avancées de la technologie Android, qui est largement au niveau de l'iPhone 7. Il n'y a pas le double objectif, mais il y a une volonté farouche de monter en gamme également. Thierry, on est dans la même gamme de prix, ce qui est assez étonnant que l'iPhone 7. Vraiment une volonté de faire de ce téléphone chez Google un téléphone premium. C'est un produit effectivement premium. Ne serait-ce que parce que quand on le compare par exemple à un iPhone 7, quand on regarde aussi bien la qualité de l'écran, l'originalité du design et surtout l'équipement embarqué, c'est vraiment un sans faute. Ouais, c'est vrai qu'au niveau de l'appareil photo, aujourd'hui, c'est celui qui est le mieux classé en termes de photophone du marché. Autre acteur important du marché qui a fait parler de lui en ce mois d'octobre, c'est BlackBerry, pas forcément des bons termes, puisque BlackBerry a arrêté de produire ses propres téléphones. Il a fallu presque 10 ans après la sortie de l'iPhone pour que le constructeur canadien stoppe officiellement la fabrication de ses propres téléphones. Fanny, ça a été quelque part, c'est quand même un événement qui est passé un peu inaperçu, mais c'est quand même un événement énorme, parce qu'au moment où l'iPhone est arrivé, BlackBerry est un acteur énorme.
Ah bah clairement, BlackBerry avait tout le marché de l'entreprise et en particulier grâce à ses claviers intégrés. Mais la boulette qu'ils ont fait, qui est un petit peu la même boulette que Nokia, c'est qu'ils ne sont pas du tout su passer au tactile. Les premiers essais d'écran de BlackBerry avec l'écran tout tactile, ça a été une catastrophe. Et puis après, ils se sont laissés dépasser, et y compris en termes de sécurité, c'est-à-dire que pendant longtemps, ce qui les a favorisés, c'était d'être très très bons sur la sécurité des mails, et ils ont eu quelques failles à vouloir avancer trop vite aussi. Et puis finalement aussi, les collaborateurs, tout le monde voulait un iPhone, ou des marques comme Microsoft ont réussi aussi à vendre des flottes parce qu'ils arrivaient à sécuriser leur serveur mail. Et voilà quoi, c'est comment on passe du leader à disparaître complètement. Thierry, en fait, BlackBerry veut vraiment spécialiser dans le logiciel, dans les professionnels, comme a pu faire en son temps Microsoft, et se concentrer vraiment sur le B2B aujourd'hui. Oui, de toute façon, ils n'ont plus que ça à faire. Sur la partie matérielle, ils ont essayé à différentes reprises de relancer la machine, ils n'y sont pas arrivés. Là on peut vraiment parler de catastrophe industrielle. Et puis, ils n'ont pas réussi à faire de vrais critères de différenciation nouveaux que ce qui avait été marquant à l'époque. Il y avait leur système de chat, il y avait leur clavier, qui est quand même quelque chose qui reste assez exclusif. Et puis, au final, quand on regarde ce qui reste de BlackBerry, à part ce clavier, qu'est-ce qui va marquer les esprits ? C'est un peu triste. Et puis là, on a appris plus récemment que c'était donc le constructeur chinois TCL, qui a également repris Thomson pour la France, qui a acheté la licence d'exploitation de la marque. Donc il y aura encore des téléphones BlackBerry, mais ce seront des Oui, qui va faire une annonce à Las Vegas, donc on va voir. On va voir, et ça devrait être des téléphones sous Android, ce ne serait plus des téléphones sous RIM, sous le système de BlackBerry. Allez, on revient dans l'univers Apple avec l'événement de ce mois d'octobre, l'autre Apple Event. On désespérait tout au long de cette année 2016 de voir arriver de nouveaux Macintosh. Ils sont arrivés, c'est du côté des portables, c'est là que les ventes sont les plus importantes, que enfin une nouveauté est arrivée avec le MacBook Pro Touch Bar. On prend un peu de recul, ça fait maintenant... Pour toi, Didier, un peu plus de semaines, presque un mois et demi, presque 2 mois que tu as pu l'utiliser. Est-ce que tu as un peu plus de recul justement sur cette Touch Bar qui a beaucoup fait débat? Est-elle véritablement l'avenir du clavier, à défaut d'être l'avenir d'informatique? Moi je reste un peu sur ma position, c'est-à-dire que pour moi elle est mal positionnée. C'est-à-dire que pour moi c'est un produit plutôt d'entrée de gamme et de débutant, et pas un produit pro, puisque moi je m'en sers jamais en fait. Vraiment, déjà j'ai toujours des claviers et des écrans externes, donc ça c'est un petit peu particulier, mais même quand je suis je sais pas, dans le train ou quand je suis en vacances, je connais mes raccourcis clavier, je sais manipuler mon trackpad, j'ai pas vraiment d'utilité. Et les seuls moments où elle pourrait vraiment m'être utile, par exemple dans Final Cut Pro pour jouer avec la timeline, etc., je trouve qu'elle est mal intégrée, c'est mal pensé, il faut aller chercher plein d'options, naviguer dedans, etc. Donc pour l'instant, on sent quand même qu'il y a des trucs cool, qu'il y a du potentiel, mais voilà, encore un produit qui est arrivé trop tôt, qui n'a pas été bien vendu par Apple, pas bien expliqué finalement. Et voilà, je trouve ça dommage qu'elle soit plus utile pour ma maman que pour moi en fait, vu le prix des machines. Monsieur X? Écoute, j'enchaîne sur ce que dit Didier. Ce qu'il faut retenir de ce nouveau MacBook Pro, c'est que d'abord le débat sur ces machines a été pollué pendant plusieurs mois, elle l'est toujours par leur prix, qui de manière incompréhensible a augmenté, même si on se dit ouais, les nouveaux composants comme la Touch Bar justifient un peu ça. On arrive à des prix, on va se le redire, qui sont absolument honteux de mon point de vue, parce que ils n'intéressent plus personne, ou ils ne correspondent à plus aucun public. Donc ça, c'est une tâche, une marque, une trace indélébile qu'il y aura sur cette génération de MacBook Pro, et j'espère qu'Apple va réagir. Après, au niveau du produit, c'est vrai que quand tu prends le produit en main, même pas longtemps, juste 2 minutes, ça te réconcilie instantanément avec Apple. C'est la même sensation que j'ai eu moi sur ces nouveaux MacBook Pro qu'avec les nouveaux iPhones. Le produit est très bien fait, très bien fini. Pourtant, il y a des choses symboliques qui ont disparu, par exemple le logo luminescent à l'arrière. Le trackpad est génial, et cette Touch Bar, moi je suis d'accord là aussi avec ce qui a été dit. C'est sans doute pas une fonction pro, je ne l'ai pas utilisée beaucoup, mais je pense qu'elle peut faire pas mal sur le Mac. C'est peut-être en fait la bonne réponse que Apple va apporter à ce débat qu'on a depuis longtemps, qui est: est-ce qu'il faut un écran tactile sur nos ordinateurs de bureau pour étendre les fonctions ou pas?
Voilà, la Touch Bar, c'est la réponse d'Apple à mon avis, et ça peut marcher. Mais on le voit, y compris dans les vidéos d'Apple, ça sert plus pour l'instant à payer avec Apple Pay si on a l'occasion de le faire, ou à intégrer des émoticônes dans Message, qu'à vraiment piloter par exemple les logiciels de chez Adobe. Donc ces MacBooks qui sont chers, et ce sont des MacBooks, pas des MacBook Pro. Fanny, tu es d'accord avec Monsieur X? Est-ce que selon toi, il vaudrait mieux avoir un Mac tactile plutôt qu'une touch bar? Moi, de toute façon, je milite pour l'écran tactile et comme je disais le nombre de fois où quand je suis sur mon iPad et que je repasse sur mon Mac, je vais coller mes doigts sur l'écran et je me dis que ça marche pas, ça m'agace toujours. Donc pour moi, c'est un vrai manque. Après, tiens, alors c'est un truc marrant que j'ai vu au Japon. Je suis allée au Hackers Bar passer une soirée pour voir des Japonais coder. Et alors, à mon grand étonnement, ils avaient tous les MacBooks et ils avaient tous le MacBook avec la Touch Bar et ils étaient super contents, mais ils faisaient surtout des smileys avec. Ouais, c'est encore une fonction un petit peu gadget. Thierry, tu prends un peu de recul par rapport à ça? Tu n'as pas eu le temps de commenter trop le MacBook Pro jusqu'à maintenant et sa Touch Bar. Tu en as pensé quoi? Le monde PC a fait le choix de l'écran tactile, pas encore Apple. Moi, c'est vrai, comme disait Monsieur X ou Fanny, le réflexe, même de par la position de cette Touch Bar qui est très proche de l'écran, c'est logiquement de toucher l'écran. Hein. Ça pousse presque plus à toucher l'écran qu'auparavant, et notamment pour relancer ne fût-ce qu'une application dans le dock. Moi, je suis un peu partagé. Je suis d'accord que quand j'utilise à la fois mon iPad et mon MacBook, c'est assez perturbant parce qu'on a tendance à vouloir mettre les doigts. En revanche, sur la partie pro, je serais assez plus tranché parce que autant je trouve que le 13 pouces est pas très pro, et je regarde le 15 pouces, soulevez-le, regardez-le, regardez la puissance qu'il embarque, hein. C'est un quad-core, il y a facilement de la mémoire. Alors je suis d'accord, le prix affiché est stratosphérique puisqu'on atteint très vite 3 000 €. Mais en tout cas, on a là une fabuleuse machine. Et quand on essaye justement cette touch bar, moi je suis assez séduit. Alors j'essaie toujours d'être un peu Madame Michu, hein, donc il y a toujours mon côté avec mon fichu sur la tête en train de me dire ça a l'air super sympa. Et c'est vrai qu'à l'usage sur certaines applications, j'ai trouvé des trucs assez plaisants. En revanche, maintenant, il est clair qu'il va y avoir encore besoin de développement supplémentaire pour arriver à l'utiliser correctement. Et pour le prix, c'est pas prêt de s'arranger, hein. On a vu quelques papiers passer sur le web, Didier, autour de la conversion euro-dollar, hein, vu que le dollar et l'euro commencent à s'aligner, ça devrait encore se traduire par une augmentation des prix chez Apple prochainement. Oui, bon, en général, ils arrivent à stabiliser un peu les prix, puis ils les adaptent que quand il y a des nouvelles machines, mais en général, les prix bougent quand même pas beaucoup, sauf s'il y a des gros écarts, notamment comme avec le franc suisse ou des choses comme ça, où vraiment là, ils sont obligés de réadapter. Mais on va voir, hein. Moi, je pense que s'ils augmentent encore les prix là, sur des machines comme ça, ça va faire vraiment un four, du moins en Europe, parce que on a quand même déjà des prix qui sont plus élevés que les États-Unis, même en enlevant les taxes, etc. Et j'espère vraiment qu'ils vont plutôt baisser les prix. Mais ça dépendra énormément des ventes en fait. Dernier mot avec toi, Didier, concernant la petite polémique qu'il y a eu autour des statistiques de Consumer Reports concernant l'autonomie du MacBook Pro. C'est vrai que lorsqu'on a fait nos différents tests, on n'a pas forcément tous eu la même autonomie record que pouvait annoncer Apple. Tu peux nous faire un bref résumé? Oui, bon, je pense qu'ils ont quand même un souci avec ces batteries parce qu'ils ont changé pas mal de petites choses au niveau des batteries. Ils voulaient en mettre des plus performantes, ça n'a pas marché, ils sont revenus en arrière. Et je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de faire en fait tous leurs tests derrière correctement. En plus, ils ont enlevé là, l'espèce de petit indicateur de temps restant qui était faux tout le temps, mais bon, là au moins ils voulaient éviter la polémique là-dessus. Mais bon, moi je pense que l'autonomie de toute façon c'est quelque chose qui est extrêmement dur à tester. Je le vois, nous quand on fait nos tests d'autonomie, on est obligé vraiment d'encadrer les trucs, et encore des fois t'en fais deux de suite, c'est possible qu'il y ait des petites choses sur l'ordinateur qui se mettent en tâche de fond et qui déclenchent des trucs, le spotlight qui va réindexer ton disque, enfin il y a plein de choses qu'on maîtrise pas quand même, et je trouve qu'en plus, cette histoire de Consumer Report, c'est un peu l'équivalent de nos associations de consommateurs, hein, l'UFC, etc. C'est quand même des gens, ils font pas ça toute la journée de tester des produits Apple, quoi. Ouais. Donc on leur donne beaucoup d'importance parce qu'ils ont une vraie parole publique, mais derrière, je suis pas sûr qu'ils ont vraiment l'expertise. Enfin, ils ont quand même dit que ces machines pouvaient tenir 20 heures en rechargeant des pages web. Enfin, je veux dire, personne peut croire ça, quoi. Donc voilà, l'autonomie c'est quelque chose qui reste. Enfin, moi j'utilise ces ordinateurs tous les jours et je vois que j'arrive à peine à finir la matinée avec. Donc en faisant du web, en faisant des choses qui ne demandent pas énormément
de puissance. Si je fais du Final Cut, ça dure 1h30 maximum. Et ça a toujours été le cas. Enfin, dans tous mes MacBook Pro, j'ai jamais eu des journées complètes sans charger la machine. Donc voilà, je pense qu'on sait à peu près le chiffre de ces machines. Après, suivant les usages, ils ont effectivement peut-être des bugs, ils ont peut-être des petits problèmes de calibration de batterie, de choses comme ça. Mais pour moi, il y a un peu une surpolémique là-dessus. L'autonomie, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement complexe en fait. Pour conclure sur ce mois d'octobre également très riche du côté d'Apple, mais aussi au niveau de la concurrence, finalement l'événement en termes de buzz positif, puisqu'il y a eu beaucoup de buzz autour d'Apple comme d'habitude, mais plutôt négatif cette fois-ci autour du MacBook Pro Touch Bar. C'est du côté de Microsoft, Thierry, avec la Surface, comment elle s'appelle Studio. La Surface Studio de Microsoft. Surtout que du côté d'Apple, on n'a pas eu de mise à jour côté machine depuis machine de bureau, que ce soit iMac, Mac Mini, mais surtout le Mac Pro, plus de 3 ans, une éternité incompréhensible une nouvelle fois. Et la réponse de Microsoft arrive à point nommé. La réponse de Microsoft, c'est surtout celle, effectivement, d'utiliser ce désert total du côté de chez Apple, c'est-à-dire l'innovation. Et là, on l'a vu avec leur espèce de, je ne sais plus comment ça s'appelle, leur espèce de un potentiomètre, en tout cas un truc pour tourner une page, changer une couleur. Donc, il y a de l'innovation parce que d'abord, ce sont des écrans tactiles, ce sont des grands écrans, il y a de la puissance, mais c'est aussi des machines de démonstration. Parce que quand on regarde le prix final de l'appareil et puis ce qu'on va réellement en faire, il y a aussi un décalage entre ce qui est un peu révolutionnaire et ce qui va vraiment être utilisable. Donc c'est une question à se poser et de voir un peu avec plus de recul si vraiment cette machine aura un impact. En revanche, sur la Surface Book, qui est leur portable tactile, là clairement, ils ont jeté la pierre dans la mare en disant « Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement doublé l'autonomie ». Voilà. Et on verra concrètement au mois de janvier, puisque la dispo... pas mal fini, etc. Il y a eu quelques problèmes software, mais a priori, globalement, c'est un produit qui tourne très très bien, donc et qui est joli. Alors qu'il n'y a plus de MacBook Air depuis un moment aussi, quoi. C'est vrai. Et pour revenir au Surface Studio, il sera vraiment disponible qu'en début d'année prochaine, dans quelques semaines. Donc on verra si ça va se traduire véritablement en vente ou effectivement c'est juste un coup médiatique. Mais en tout cas, le produit était assez magnifiquement filmé, la démo était magnifique, ça donnait vraiment envie. On aimerait avoir un iMac qui s'inspire un petit peu de ce concept, qui serait une évolution logique du côté d'Apple, mais malheureusement pas pour le moment. Quoique, regardez dans le prochain chapitre, Tim Cook tente de donner quelques perspectives pour l'année prochaine. Didier, en cette fin d'année, mois de novembre, mois de décembre 2016, on sent un certain énervement au niveau des utilisateurs historiques d'Apple, pas seulement au sein des chroniqueurs d'En refait le Mac, mais je pense que c'est également au sein des lecteurs de Mac Forever. Il y a plusieurs causes. D'abord, la politique tarifaire d'Apple, on a parlé avec le MacBook Pro Touch Bar, c'est une réalité. Moi, j'ai jamais vu un tel agacement de la fanbase depuis que je suis dans cet univers, après le lancement d'un produit d'Apple. Apple va peut-être un peu trop loin. Est-ce que tu as ressenti ça au niveau du site, Didier ? Oui, bon, je pense que ça date pas non plus d'hier, parce qu'effectivement, il y a le côté, Apple se recentre aussi sur ce qui lui fait gagner de l'argent, elle met toutes ses équipes, on l'a vu, là, il y a des fuites qui sont sorties récemment. Il paraît qu'il n'y aurait plus de département Mac, que vraiment tout serait fusionné et essentiellement concentré sur iOS, sur l'iPhone, sur l'iPad. Donc c'est une certaine logique commerciale, clairement, et on comprend la direction qu'ils prennent avec ça. Après, effectivement, c'est quand même une des plus grosses capitalisations du monde. Comme disait Cédric, ils ont quand même 2 mains, donc c'est assez fou qu'ils n'aient pas les équipes suffisantes pour développer toute leur gamme de produits et au moins les mettre à jour à minima. Chaque année, faire la petite mise à jour processeur, ajouter un peu de RAM, un peu de disque, c'est quand même assez dingue qu'ils n'aient pas les moyens de faire ça. Donc effectivement, ils ont peut-être un problème en interne. Est-ce qu'ils ont réussi à scaler leurs équipes ? Est-ce qu'ils sont toujours en mode start-up comme avant, comme quand ils étaient une petite société qui faisait que du Mac et puis maintenant ils font de l'iPhone un peu avec ce rythme-là. Il y a un agacement qui est assez profond effectivement, mais je pense que globalement les clients d'Apple, eux, sont pas agacés. Donc voilà, nous on était habitués à avoir des Mac, à avoir des mises à jour plus régulières, à avoir vraiment de l'intérêt, de la passion. En fait, c'est aussi ça, les keynotes sont quand même le reflet de ça et on le ressent beaucoup moins aujourd'hui. Donc le Mac, c'est vraiment la troisième roue du carrosse, et je pense que malgré les déclarations de Tim Cook, je suis pas sûr qu'il y a un réel intérêt pour les dirigeants aujourd'hui à mettre le paquet sur le Mac, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que c'est toute la difficulté aujourd'hui
d'Apple parce qu'elle est un peu prisonnière de son système de communication qui est basé sur le secret. Elle ne peut pas donner une perspective puisqu'elle ne communique pas sur l'avenir. Et tu l'as dit à l'instant, Tim Cook a fait quelques déclarations sans le dire, puisque c'est une note interne évidemment qui a fuité, mais je pense que ça a été organisé pour dire que, pour essayer de donner un petit peu de perspective. Et là, on voit la limite, Monsieur X, du système de communication d'Apple. Je vous rappelle les déclarations rassurantes de Tim Cook concernant l'avenir du Mac. On est plutôt content puisque on essaie de faire notre boulot et de dire qu'on n'est pas content, on veut de la perspective, on veut des machines un peu plus accessibles, même si la touch bar est une réponse, elle ne satisfait pas forcément, surtout à ce niveau de prix-là. Et on est content que Tim Cook réagisse. On estime pouvoir, nous, modestement, faire notre boulot ainsi. Je cite Tim Cook, certaines personnes dans les médias se sont interrogées sur notre engagement sur le desktop, en clair sur les ordinateurs de bureau d'Apple. C'est vrai que le Mac Pro 3 ans, on peut s'interroger, mon cher Tim, sans mise à jour. S'il y avait le moindre doute sur ce sujet dans nos équipes, laissez-moi être clair, nous avons de super ordinateurs de bureau dans notre feuille de route. Personne ne devrait s'inquiéter à ce propos. Il y a de quoi s'inquiéter quand même. C'est différent des portables parce que vous pouvez embarquer beaucoup plus de puissance, des écrans plus grands, le maximum de mémoire et de stockage. Donc un plébiscite pour les ordinateurs de bureau. Il semblerait que pour l'instant, Apple ne veut pas arrêter les machines de bureau et c'est tant mieux. On pourra continuer à refaire le Mac avec un futur Mac Pro, on l'espère. Une plus grande variété de connectiques et des performances supérieures. En clair, Monsieur X, Tim Cook était obligé de parler et de casser le blackout autour des futurs produits d'Apple. Oui, et donc Tim Cook s'est senti obligé de parler, ce qui est quand même un peu neuf chez Apple que les dirigeants parlent quand on les conteste sur les produits. C'est pas le seul, il faut se souvenir que tout au long de la sortie des nouveaux MacBook Pro, Phil Schiller, qui est le patron du marketing produit, s'est senti lui aussi obligé de parler, de commenter. Alors d'abord la polémique sur le prix, il a dit mais non, les prix sont tout à fait corrects, la polémique sur la touch bar, et puis récemment la polémique, Didier l'a très bien décrit, sur la partie batterie. Donc ils sont un petit peu dans leur retranchement, au moins en termes de communication. Et si ça peut effectivement faire qu'ils n'oublient pas qu'à l'autre bout de la chaîne, ils ont des clients qui sont notamment nous, et que ça les fasse réagir, ça serait pas mal. Maintenant, en termes de produits, ne rêvons pas, Apple a toujours fait ce qu'il a voulu. Bien sûr, il a en tête quand il conçoit des produits ses clients tels qu'ils existent, mais ça n'a jamais empêché Apple, et ça c'est vraiment la différence de cette entreprise, de faire des choix assez drastiques qui peuvent paraître en première approche contre ce que veut sa base utilisateur. Et si on parle des Mac, pour être très précis, moi je pense qu'il faut qu'on fasse le deuil tout de suite de deux choses là pour 2017. La gamme des Mac, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a encore l'iMac, le tout en un intégré, le Mac Pro et puis le Mac Mini. Moi je pense que le Mac Pro et le Mac Mini, c'est fini. Quand Tim Cook dit qu'on va avoir des nouveaux desktops, ça sera que l'iMac et ça sera l'équivalent du positionnement du Surface Studio chez Microsoft. On aura toujours évidemment des MacBook Pro, l'équivalent du Surface Book chez Microsoft, et puis cet iPad Pro qui va à mon avis prendre de l'importance, qui est l'équivalent du Surface Pro. Et on aura donc ces deux familles, la Microsoft Apple, qui vont se faire face, iMac Surface Studio, MacBook Surface Book, iPad Pro Surface Pro, mais tout le reste va disparaître. Et puis l'autre chose à mon avis qui va disparaître en 2017, et moi ça m'attriste, c'est la partie écosystème, parce que Apple c'est pas que des machines, c'est un écosystème. Les écrans, ça c'est fini. On a parlé des bornes Wi-Fi AirPort qui ont beaucoup fait pour l'écosystème. On n'a pas de nouvelles et apparemment c'est mal barré, etc. etc. Et Apple va se recentrer sur les trois produits que je citais. Est-ce que c'est assez pour faire tourner cette grande boutique qui est Apple ? À voir. Oui, sans doute, s'ils sont capables de baisser les prix et de faire un peu de volume, mais ça n'arrive jamais avec eux. Donc, une année 2017 pleine de questions. Le mot de la fin peut-être avec Thierry. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration et au-delà de l'avenir du Mac, quand on voit la base installée extraordinaire que représente iOS comparé à macOS aujourd'hui, la logique voudrait qu'un système supplante l'autre et qu'il n'y en ait plus qu'un seul à terme. Peut-être, mais on n'y est pas. Moi, je suis comme saint Thomas quand je vois la puissance qu'on arrive aujourd'hui à embarquer sur certaines des machines avec des Core i7. Quand on regarde ce que fait même un iPad Pro aujourd'hui, c'est quand même un gap énorme, c'est le jour et la nuit, donc on n'y est pas. Donc à moins d'avoir une boule de cristal, d'en savoir un peu plus sur leur projet,
je pense qu'on aura toujours clairement 2 gammes de produits séparées. Peut-être qu'un jour, on va voir arriver les applications de l'iPad Pro tournées sur un iMac ou sur un MacBook, mais l'inverse, j'y crois pas trop. Merci Thierry, on arrive au terme effectivement de cette émission. Merci de la suivi, mais c'est pas tout à fait terminé puisqu'on va passer maintenant à vos coups de cœur. Allez les coups de cœur, on commence tout de suite par Fanny. Bah, tiens, regarde, je l'ai sur la tête. Hein. Est-ce que tu vois? Regarde, j'ai Je une suis magnifique- triste Fanny, je suis triste C'est quand en tu hommage. parles de Star Wars. Regarde, ça s'appelle les Cap Blocs. C'est des casquettes où tu peux mettre tes Lego. Non, bon, après, c'est juste pour te dire que j'ai beaucoup aimé Rogue One, que forcément, K2SO, le nouveau robot, je le veux. Et que même si ça reste un Star Wars, dans la bonne veine des Star Wars un peu plus dark, voilà, c'est un bon divertissement d'hiver. Je vous recommande, tout bon geek est censé déjà l'avoir vu. Mais voilà, les autres, allez le voir, ça vous divertira. Et puis quoi d'autre? Et puis non, mon dernier coup de cœur, c'est Pokémon Go sur l'Apple Watch. Voilà, ça me fait perdre beaucoup de temps, Enfin. un peu plus que d'habitude, mais c'est un bonheur. Merci Fanny. Monsieur X, de ton côté, ton coup de cœur. Alors moi, 2 coups de cœur. D'abord un truc que je ne posséderai jamais, que je ne testerai jamais, donc c'est un faux coup de cœur quelque part, hein, mais qui m'a procuré malgré tout beaucoup d'émotions. C'est la nouvelle Alpine. Vous savez que Alpine, qui est une marque associée à Renault, va ressortir une nouvelle voiture en édition limitée. Ça s'appelle la première édition. Vous pouvez aller la voir, en tous les cas sur Internet, et la réserver, même si vous avez plus de 50 000 euros à mettre dans cette fabuleuse voiture sur le papier. C'est le site alpinecar.com. C'est le retour d'une marque française dans la cour des grands en termes de voitures de sport. C'était suffisamment, à mon avis, important pour être signalé. Allez rêver un petit peu, là il y a les premières vidéos, c'est assez sympa. Et puis, alors un deuxième coup de cœur totalement à l'opposé. Moi pour Noël, j'ai cassé ma guirlande de mon sapin de Noël. Donc j'avais une guirlande assez traditionnelle, vous savez, avec une énorme alimentation, un potard, je pouvais faire de la couleur, du blanc, faire différents mouvements de va-et-vient sur ma guirlande, et elle a pété. Voilà, et donc je ne l'ai pas remplacée, ou plutôt je l'ai remplacée avec autre chose, qui est une guirlande qui utilise des micro-LED et qui s'alimente tout bêtement avec un chargeur USB. Alors ça a plein d'avantages. C'est pas cher, ça coûte 10 euros. Ça s'alimente sur un port USB d'un ordinateur. Moi, j'alimente avec un chargeur d'iPhone. Et puis, ça fait 15 mètres. Tout ça pour 10 euros. Donc, vous pouvez décorer votre sapin avec ces guirlandes en micro-LED. C'est léger, ça se plie. Voilà. Et puis, ça consomme quasiment rien. C'est un petit peu le renouveau des guirlandes de sapin de Noël. Bon, c'est un peu tard comme coup de cœur, je sais, mais vous avez à peu près 12 mois d'avance pour l'année prochaine. On attend la version Philips Hue l'année prochaine de la guirlande électrique pour Monsieur X, la version Wi-Fi. Merci Monsieur X. Du côté de Didier, quel est ton coup de cœur? Alors moi je vais rester dans l'univers Apple, et puis j'en parlais en fait un petit peu en intro. Mon coup de cœur cette semaine, c'est l'écran LG 5K. Oui, vas-y. Donc qui est Thunderbolt 3, qui est en fait taillé pour les MacBook Pro et qui a été réalisé en collaboration avec Apple pour le pire et le meilleur. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas mis tous les ports que j'aurais aimé. Il n'y a pas de port SD, il n'y a pas de port Ethernet, il n'y a pas de port USB classique. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais il y a quand même tous les trucs qu'on était en droit d'attendre d'un écran comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une superbe dalle 5K avec le Gamut P3 que tu retrouves sur ton MacBook Pro. Il a une webcam donc, que j'utilise là avec le son qui est vraiment de bonne qualité. Hein, c'est du 1080, le micro est vraiment pas mal. Après, tu as des ports USB 3 derrière, donc ça c'est assez cool pour brancher tous ces petits disques. Voilà, et c'est juste qu'il est moche, quoi. Je suis désolé LG, mais vous savez faire des choses beaucoup plus belles que ça. Alors pourquoi avoir fait un écran en collaboration avec Apple qui est aussi laid? Bon, on le regarde de face, ça va, hein, il est assez sobre, mais c'est vrai que à côté de mon vieux 27 pouces qui effectivement a bien vieilli au niveau des connectiques et des specs, mais je regrette ce petit dos en alu, même les petites prises qu'il y avait derrière qui étaient assez intelligentes, qui étaient bien placées. Voilà. Mais effectivement, c'est aujourd'hui, je pense qu'on n'en aura pas d'ici 2 mois ou 3 mois des écrans Thunderbolt 3 avec des dalles 5K de cette qualité. Donc, si vous avez acheté le MacBook, si vous travaillez vraiment avec cette machine, avec la petite promo qui est en ce moment, là, il est à 1000 euros, je pense que c'est une vraie affaire à faire. Moi, j'aurais juste préféré qu'il soit avec. Jamais dans ce métier, on trouve toujours la petite bête, mais moi, j'aime beaucoup les écrans courbes. Je trouve que ça apporte une vraie valeur ajoutée, c'est vraiment immersif. Et puis éventuellement un écran 21/9. Moi je rêvais d'un écran Apple courbe 21/9, mais ce sera dans une autre vie. Merci Didier. De ton côté Thierry? Moi j'en ai 2. Alors le premier c'est très rapide, c'est sur iTunes. En ce moment vous avez toute la collection des Harry Potter
pour 24,90 €, c'est un vrai bonheur. Moi, j'avais encore la collection en DVD partiel, donc voilà, j'ai pu rattraper, et puis c'est un vrai plaisir de les revoir. Et puis la deuxième chose, c'est un coup de cœur pour la télé 4K. Alors j'y suis passé avec un écran, comme tu dis, un peu courbe. Et surtout, ce qui m'a vraiment épaté, c'est d'abord un remerciement chez Orange qui pousse de la HD+, ça je ne savais pas, donc ça arrive, c'est vraiment Sur la super. Livebox. La deuxième chose, c'est sur Netflix, on a vraiment une partie des séries qui est en HD 4K, et c'est vraiment bluffant. Et la grosse claque et le grand coup de gueule, c'est que je regarde mon Apple TV, c'est le dernier modèle, j'ai vraiment envie de le foutre à la poubelle, parce qu'il n'y a pas de 4K et je ne sais plus à quoi ça sert, à part écouter de la musique. Voilà, c'est dit. Mon coup de cœur de mon côté, regardez, je l'ai à la main, c'est le drone de chez Parrot, le Bebop 2 que l'on utilise pour tourner cette émission. Alors le temps n'est pas vraiment avec nous, on a essayé de faire quelques plans. C'est pas forcément une nouveauté parce qu'elle est apparue il y a quelques mois maintenant, quoiqu'il il est assez simple à transporter. Je vais le poser pour vous permettre de faire quelques vidéos. Et ce qu'on a aimé, c'est la mise à jour de l'application de chez Parrot qui permet de faire du suivi automatique. C'était une fonction qui manquait par rapport à la concurrence. C'est vraiment très sympa. En fait, il détecte le personnage à filmer. Il détecte aussi le GPS du téléphone qui permet de piloter le drone. Et donc, vous pouvez vous balader et le drone vous suit comme un petit toutou. Il nous a permis de faire des plans assez sympas, de se faire plaisir ici en Australie. Maybe you can try to make a take-off. Voilà, il décolle. Voilà, il est à côté de moi. Et bon, là, on le pilote, mais vraiment, c'est un produit vraiment très sympa qui nous a permis vraiment de faire des images plutôt sympas. Je reste là sur le drone pour finir l'émission. Merci d'avoir suivi cette émission. 250e épisode quand même de Refait le Mac. On aura fini dans la verdure, dans la fraîcheur des Blue Mountains d'Australie. Vous retrouvez Cédric, Rodrigo, Fanny, Gonzague, Monsieur X, et Thierry, chaque semaine ou presque dans Refait le Mac. Là, on va prendre quelques temps pour finir de configurer nos studios à l'école 42 et on se retrouve très vite, soyez patients. Nous serons au rendez-vous très vite pour faire un bilan tout simplement du CES 2017 et puis tout simplement qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2017. Plein de bonnes choses, bonne année, patch et salut comme on dit chez nous et goodbye.